Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre Rendez-vous avec Pierre Lessard. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est la rencontre du lundi soir, c'est notre première rencontre. Nous sommes déjà plusieurs réunis pour cette rencontre. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être avec vous par ce moyen qui nous permet d'être ensemble, peu importe où on vit dans le monde. Il y a des gens d'un peu partout et c'est toujours agréable que vous puissiez écrire d'où vous êtes, d'où vous écrivez. Ça nous permet là de sentir jusqu'à quel point on arrive à se rassembler. Alors, déjà dans le webinaire, vous allez voir sur votre écran, vous avez la possibilité de cliquer sur Chat ou sur Questions Q&A only. Je suis désolé que ça soit en anglais, mais c'est comme ça. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. En fait, je vais rester moi sur le chat pour éviter de me promener d'un à l'autre. Lors d'une rencontre précédente, il y a des questions qui étaient oubliées parce qu'elles étaient sur les questions et réponses Q&A, c'est QNR, questions et réponses. Donc, mettez toutes vos questions sur le chat, s'il vous plaît, pour que je les vois bien. Et je vais prendre les questions une à une dans l'ordre de leur arrivée. Déjà, je peux vous dire que notre rencontre est filmée et le film va être déposé dans le site de Symphonie sur la page de Rendez-vous avec Pierre Lessard. Donc, si vous avez manqué un lundi ou si vous voulez réécouter une réponse, si vous avez eu à partir avant la fin, alors vous pouvez voir la rediffusion. Vous allez sur le site symphonie.live et puis par la suite, vous allez sur Rendez-vous avec Pierre Lessard. Alors, il y a déjà beaucoup de questions. Alors, je vais déjà commencer. Je vous invite à essayer de synthétiser vos questions, si vous voulez bien. Et comme il y a beaucoup de gens, si vous divisez votre question en blocs, alors le deuxième bloc peut être beaucoup plus loin et je peux ne pas le voir avant plusieurs minutes. Alors, bonjour à tout le monde. Il y a des gens que je connais, il y a des gens qui sont habitués à nos rencontres, puisque pour les gens qui sont avec moi pour la première fois, sachez que dans le processus de la voix du maître, voix de la rose, une fois par mois, on a une rencontre pour que je réponde aux questions pendant 2 heures. Pour tous les ateliers que je mets en ligne, il y a des rencontres. Par exemple, pour l'atelier bilan de vie, il y a eu une rencontre samedi dernier de 2 heures pour répondre aux questions. Alors, il y a un nouvel atelier qui est en ligne depuis hier, qui est connexion avec vos guides intérieurs. Et bientôt, après quelques semaines, je vais avoir une rencontre en ligne pour répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, c'est une rencontre pour tout le monde. Alors, la première question que je peux lire, je vais m'assurer que je suis vraiment au bon endroit là. Attendez, là, ça a bougé parce qu'il y a des questions qui rentrent. Alors, Suzanne, je constate que mon système digestif est perturbé. Ce n'est pas dû aux aliments. La nuit, mon abdomen se durcit et je suis ballonné. Le médecin n'a rien trouvé. Des conseils. Est-ce dû au présent changement énergétique? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut y avoir des troubles de digestion. Évidemment, de façon générale, je veux dire que les difficultés, les déséquilibres d'ordre physique ont une source physique et une source psychique et énergétique. Donc, il peut y avoir des difficultés au niveau de la respiration, il peut y avoir de la difficulté avec certains types d'aliments, il peut y avoir des réactions du corps, par exemple, aux produits laitiers, au gluten, etc. Il peut y avoir aussi des tensions, des angoisses qui se manifestent de cette façon. Alors, soit des peurs ou des moments, des chocs, des stress qui peuvent provoquer des ballonnements. Je vous donne un exemple de quelqu'un que je connaissais qui avait des difficultés au niveau de l'estomac très importantes et des douleurs. Et rien n'était vu au niveau des examens. Mais en fait, j'avais remarqué que ces difficultés au ventre se produisaient lorsque la personne était seule à son travail, alors que lorsqu'elle travaillait en groupe, elle n'avait jamais ces difficultés. Alors, j'avais assez de recul avec elle pour nous rendre compte que c'était vraiment un aspect psychique qui faisait en sorte que
c'est une personne qui aime être avec les gens et quand elle se retrouvait seule dans un milieu de travail, eh bien, elle n'était pas bien. Donc, c'est une réaction qui peut être psychique. Alors, ce que je vous propose pour vous et pour toutes les difficultés d'ordre physique et même psychique, c'est le dialogue avec les cellules. Le dialogue avec les cellules, vous allez en avoir une guidance, ça dure 22 minutes. Vous l'avez sur le site de symphonie.life et c'est moi qui vous guide pendant 22 minutes à être en contact avec vous-même. Donc, il y a différentes étapes. La première étape, c'est de se détendre. La deuxième étape dans l'intériorisation, c'est d'être à l'écoute de ces cellules, c'est-à-dire à l'écoute des cellules de l'estomac, dans votre cas, à vous particulièrement, des cellules qui sont blessées. Et quand je parle d'écoute, je dis vraiment écouter face à une question, qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, c'est associé à un postulat qui dit que tout déséquilibre est une forme de message des cellules, message du corps, nous invitant à transformer quelque chose. Par exemple, le message peut être de transformer une alimentation, transformer quelque chose qui génère du stress. Alors, on écoute les cellules blessées en leur disant « Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire par cette difficulté? Qu'est-ce que tu me proposes de transformer? » Et on écoute. Évidemment, à la première intériorisation, il se peut qu'il y ait des parasites sur notre ligne intérieure. Il se peut que notre personnage, nos peurs s'expriment. Mais on répète, peut-être jour après jour, à tous les 2 jours, le dialogue avec les cellules et on en vient qu'à aller profondément dans l'intériorisation et entendre le message intérieur des cellules, c'est-à-dire de la conscience qui se manifeste au niveau des cellules. Puis, dans les étapes subséquentes du processus, on collabore avec les cellules pour leur transformation, leur guérison. Donc, c'est offert, c'est gratuit. Je vous suggère vraiment d'aller vivre le dialogue avec les cellules. Ne le faites pas juste une fois. Souvent, quelqu'un, par exemple, qui a le cancer, je lui propose de le faire tous les jours. Quelqu'un qui a un déséquilibre plus ou moins grand, je lui dis, peut-être à toutes les semaines. Et si c'est un truc qui est vraiment ponctuel, vous pouvez le faire 1 ou 2 fois ou 3 fois. Mais suffisamment pour que vous puissiez vraiment arriver à maîtriser le processus et surtout vous détendre pour bien entendre. Voilà ce que je vous propose. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas les questions depuis le tout début, là. Alors, techniquement, on va m'aider là parce que là, la prochaine question que je vois, c'est la question de Diane. Elle nous dit, quand je médite et que j'envoie de la lumière à nos dirigeants et dans l'univers pour demander justice et équité, je ressens beaucoup d'oppression dans la poitrine. Que comprendre de ça? Alors, ce qui est important quand vous choisissez d'émaner comme ça, c'est d'élever votre fréquence, comme on va le faire les mercredis. D'ailleurs, mercredi, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va élever notre fréquence et ensuite émaner. Donc, élevez votre fréquence. Et pour élever votre fréquence, vous avez une guidance que je vous ai offerte aussi. Vous allez encore une fois sur le site de symphonie.life. Vous allez voir, il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo qui explique ce qu'est la fréquence, ce que crée la basse fréquence et ce que crée la haute fréquence et comment l'élever. Et la deuxième vidéo, c'est une guidance pour élever sa fréquence. Donc, ça vous est offert, vous pouvez aller chercher ça. Donc, c'est très important, avant d'émaner, de s'assurer d'avoir une fréquence élevée. Pourquoi? Parce que pour élever sa fréquence, on va, pour un moment, se dissocier de son personnage, se dissocier de ses blessures, de ses peurs, de ses croyances, de telle sorte qu'il n'y a pas d'intervention à haute fréquence, ainsi, il n'y a pas l'intervention du personnage qui, lui, peut intervenir sous forme de création d'attente, création d'intensité, voire même des doutes dans le processus, tout cela qui peut créer des oppressions. Alors voilà ce que je vous suggère, parce que s'il y a des oppressions, c'est peut-être lié soit à une peur, soit à une attente inconsciente qui se produit à ce niveau. Voilà. Alors, Micheline, oui, nous remercie, merci à vous d'être là. Joanne nous dit, bonjour à tout le monde, je me sens, bon, je ne vois pas toujours quand c'est des questions ou pas. La prochaine question.
Alors, je lis ça avec vous. Je remarque qu'il y a beaucoup de bonjours là qui sont entrés. Je lis vos bonjours jusqu'à la prochaine question. Bonjour à tout le monde. Nous sommes beaucoup en ligne. Aïe, 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 pardonnez ce petit moment d'attente. Alors, France nous dit, il y a des commentaires à l'effet que les non-vaccinés seront les sauveurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que tous les êtres humains qui se sont incarnés actuellement le sont, ont choisi de par leur âme pour collaborer à une grande transformation. Il y a des gens qui sont plus associés à l'ancien monde. Je ne parle pas des vaccinés, des non-vaccinés. Là. Je parle dans notre monde actuel, il y a des gens qui veulent vraiment que notre ancien monde perdure, le monde dans lequel on était il y a 30 ans, 40 ans, et même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent que ça reste, c'est-à-dire un monde basé sur la performance, basé sur l'argent, avec la discrimination, etc. Il y a des gens qui veulent ça. Alors, ces gens-là sont amenés à éventuellement quitter ce monde. Et les autres sont des gens qui, à leur façon, collaborent à ce que les choses se transforment. Alors, personnellement, je ne sais pas évaluer qui sont les sauveurs. En fait, je ne pense pas qu'il y a un groupe de personnes qui sont les sauveurs. Je pense que chaque personne qui est vraiment en contact avec elle-même et de son mieux, de son cœur, tente de faire partie d'un mouvement de création, c'est-à-dire que la personne, en fonction de qui elle est, crée pour être en paix, pour être dans la joie, pour être heureuse, collabore à la transformation, donc à ce que ce monde se sauve. Par exemple, si quelqu'un est un artiste dans son sang, dans son âme, dans son être, et qu'il œuvre par son art, eh bien, il collabore à une transformation vraiment lumineuse. Et si un autre est un soignant et qu'il soigne avec tout son cœur, eh bien, il collabore aussi à sa façon. Et si quelqu'un est un gestionnaire et qu'il fait en sorte que sa gestion soit équitable, soit juste, soit lumineuse, ben, il collabore aussi à la transformation. Donc, dans ce sens, je pense que toute personne qui veut vraiment évoluer, qui veut vraiment participer avec ce qu'elle est, fait partie des gens qui transforment le monde. Alors, Lydie nous dit, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé au moment de l'Atlantide? Il semble que nous vivons en ce moment est un moyen de transcender les choix que l'humanité a fait à ce moment-là. Eh bien, je ne sais pas où vous avez lu ça, quelqu'un s'est peut-être exprimé à ce niveau. L'Atlantide est associé à une partie de l'humanité précédente. Souvent, notre humanité à un certain âge, c'est-à-dire que les humanités se succèdent. Une humanité disparaît presque et les héritiers de cette humanité-là débutent progressivement une autre humanité. Donc, de cette humanité, il y a eu aussi deux grands clans. Alors, il y a eu des oppositions entre ces clans qui a fait en sorte qu'il y a eu une disparition de cette humanité. Et ce qui est important, c'est que notre humanité, qui est une relève en fait de l'humanité précédente, est aussi aux prises avec des conflits, avec la dualité, et la transformation passe vraiment par la transcendance de la dualité à l'intérieur de soi, de telle sorte que la dualité aussi puisse se dissoudre dans la collectivité. En fait, ce qui est intéressant, c'est de réaliser, par exemple, que si je prends un thème comme la paix, eh bien, que lorsqu'il y a 8 milliards d'êtres humains, d'individus qui sont en paix avec eux-mêmes, eh bien, il y a la paix dans le monde. Alors, quelquefois, il y a une tentative vraiment de créer la paix dans le monde alors que les individus ne sont pas en paix. Alors, ce que je vous invite à identifier, c'est que la collectivité
est en soi l'expression de chacun des individus. Ainsi, si on peut vraiment œuvrer pour la paix dans le monde, toutefois, pour qu'on puisse œuvrer réellement, on veut œuvrer simultanément pour la paix en soi. Alors voilà ce que je peux vous dire là-dessus. La première question que je voudrais poser est la suivante. Sommes-nous réellement dotés de notre libre arbitre ou sommes-nous sous l'influence seule de l'impulsion de notre âme? Alors, c'est intéressant comment vous formulez la question. Pour moi, l'âme est la partie infinie, la partie mortelle, la partie divine de l'être humain. L'âme se manifeste non pas par une impulsion. En fait, pour moi, l'impulsion est plutôt contractée, la pulsion est libre. L'âme se manifeste dans un mouvement créateur. En fait, si on dit que le divin est l'univers est continuellement en mouvement, l'univers est continuellement dans un processus de création et notre âme est une expression de l'univers. Donc nous sommes une expression de l'âme et de l'univers. Alors nous sommes des créateurs et en fait, l'on s'incarne pour se manifester dans une création et pour atteindre un état d'unité, pour retrouver l'état d'unité que quelquefois on perd dans le processus d'incarnation ou d'une incarnation à l'autre. Alors, il y a un libre arbitre maintenant. Le libre arbitre est sur nos choix profonds. Alors, c'est toute une question de la capacité de choisir. Qu'est-ce que signifie le choix? Qu'est-ce que signifie la liberté? J'ai une liberté d'aimer, j'ai une liberté de conscience. Alors, à la base, l'amour et la conscience, c'est l'ensemble du tout. Tout est amour et conscience. Alors, j'ai une liberté de penser, une liberté d'inspiration, une liberté quelquefois d'expression qui, elle, peut être diminuée par des lois, des règles, un environnement quelconque, mais j'ai une capacité pour le moins totale d'exprimer vibratoirement et j'ai une capacité d'aimer. Après ça, on peut se dire aussi que le libre arbitre s'exprime dans ces termes. Je n'ai pas le libre arbitre pour tout ce qui concerne les éléments très, très incarnés. Alors, après ça, vous pourrez me préciser ce que vous voulez dire par l'impulsion de l'âme pour que je puisse répondre correctement à votre question par la suite. Alors, Patrick nous dit comment laisser descendre le supramental dans notre véhicule corps. Alors, le supramental, ou le supraconscient, en fait, est en contact avec nous. C'est un petit peu comme si, je disais, il y a différentes manifestations de l'être. Si on observe, par exemple, les corps subtils ou les centres énergétiques d'expansion, sont autour de nous et en même temps, ils font partie de nous. Pour moi, le supramental et le supraconscient, l'univers, le divin, est en contact avec nous. Comment le laisser descendre? En fait, on pourrait dire comment s'ouvrir à capter ou être en contact continu avec. C'est par l'élévation de fréquence, c'est par l'ouverture du cœur, l'ouverture de notre conscience. Et évidemment, ça signifie aussi de se rendre compte qu'il y a des éléments qui nous referment, qui nous contractent et qui semblent créer des voiles par rapport à nos dimensions plus élevées, comme par exemple le contact avec le supramental ou le supraconscient. Eh bien, ces éléments qui nous contractent, ce sont les impatiences, les intolérances, les colères, la honte, les résidus qu'on a de jalousie, par exemple. Tous ces éléments viennent qu'à nous contracter. On peut comprendre pourquoi ils sont présents. C'est important de comprendre pourquoi il y a de la colère, pourquoi il y a de la frustration, pourquoi il y a de l'envie ou de la jalousie. Parce qu'en comprenant, on peut aller vraiment dissoudre l'impact des blessures desquelles ces éléments sont issus. Voilà. Evelyne nous dit « Mes enfants qui sont des adultes rejettent en bloc mes convictions spirituelles jusqu'à s'en moquer.
j'ai beau prendre de la hauteur, mais au fond de moi, je me sens blessé et non respecté par leur comportement et regrette de ne pas pouvoir partager avec eux cet aspect de ma vie. Qu'ai-je à comprendre de cette situation et comment maintenir une belle relation avec eux? Comprendre de cette situation. Bon, voilà. Eh bien, c'est intéressant ce que vous nous transmettez, Evelyne, et c'est assez fréquent. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement fréquent que les enfants se moquent des valeurs, des convictions de leurs parents, mais c'est assez fréquent que des enfants ne suivent pas la voie spirituelle de leurs parents. J'ai eu dans cette vie la chance de rencontrer des êtres humains qui étaient des maîtres incarnés et qui avaient des enfants, et effectivement, les enfants ne suivaient pas du tout, non seulement la voie spirituelle de leurs parents, de leur père ou de leur mère, qui étaient maîtres, mais ne partageaient vraiment pas les valeurs. Et c'est assez fréquent. Il arrive souvent que les enfants, parce que je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais que les enfants aient des ouvertures de conscience comme on en a eu dans nos vies. Alors peut-être que vous êtes dans un niveau de conscience très, très ouvert, de cœur ouvert depuis votre tendre enfance, mais plusieurs personnes ont des ouvertures de conscience, des éveils à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans. Et donc, quand les enfants vivent, comme on l'a vécu, des ouvertures de conscience, tout à coup, ils ont un regard différent sur ce que vous avez. Bien sûr, il y a une invitation à être dans l'amour inconditionnel, d'avoir vos portes ouvertes face à eux, de maintenir vos valeurs sans vous acharner à vouloir les convaincre, évidemment. Vous les avez guidés pour qu'ils puissent faire leur choix. Alors, il est important de les laisser vivre leur choix. Je ne sais pas s'ils ont 8 ans ou s'ils ont 20 ans. Et généralement, à 8 ans, ils n'ont pas un contact vraiment si profond avec le sens de vos valeurs spirituelles. Donc, ils sont au moins ados, probablement, ou adultes. Alors, à partir de ces âges-là, 14, 15, 16 ans et plus, ben, ils ont fait des choix et ils sont encore à faire des choix. Ils sont en contact avec la vie. Et puis, vos valeurs, ils ne les partagent pas pour l'instant parce qu'ils sont dans un environnement avec d'autres, des copains, d'autres étudiants, des professeurs et peut-être des collègues de travail qui ont d'autres valeurs aussi. Donc, très souvent, quand les parents sont plutôt dans une vision, un regard, une orientation spirituelle, eh bien, ils sont sur la voie la moins fréquentée. Vous savez, le chemin le moins fréquenté, c'est encore pas la majorité des êtres humains qui sont dans l'ouverture de cœur et de conscience. Ce qui fait que les enfants sont souvent entourés de gens plus différents, c'est-à-dire qu'on dit souvent normaux et non pas naturels. Et donc, vous paraissez tout à coup bizarre pour eux avec vos valeurs. Et puis, à travers le temps, ben, continuez votre route en étant toujours amoureuse de vos enfants et éventuellement, même s'ils ne partagent pas vos valeurs, ils vont retrouver la voie d'un respect dans la différence, certainement. Alors, il n'y a pas de chose à faire que de maintenir votre ouverture de cœur, votre ouverture de conscience. Continuez votre voie sans vous acharner, sans tenter de les convaincre, mais tout en étant vous-même. Donc, c'est pas tant dans la tentative de leur enseigner ou de leur prouver quelque chose, mais plutôt en intégrant les valeurs que vous avez. Alors ça, c'est toujours la voie la plus généreuse face aux enfants. Intégrez-vous, être le modèle de ce que vous voulez leur transmettre, et puis c'est la façon qui passe le plus facilement. André nous dit, quelle est la vérité concernant notre réelle liberté en tant qu'être humain? Alors, j'en ai parlé un petit peu, notre réelle liberté. Il y a un maître qui dit, et ça me fait vraiment sourire, il nous parle de la liberté pendant des heures et des heures pour nous convaincre qu'on est libre, et à la fin, il nous dit, dans le fond, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes voué à être heureux. Prenez tous les détours que vous voulez, vous allez arriver à être heureux dans une vie ou dans une autre. Donc, vous n'êtes pas libre parce que votre
pulsion, celle de l'âme, si on parlait de la pulsion de l'âme tout à l'heure, vous amène à vous unir et à être heureux. En fait, notre liberté se manifeste en termes de liberté de conscience. Vous pouvez choisir vraiment d'accueillir les inspirations librement. Vous pouvez choisir vos façons de penser. Vous pouvez choisir librement vos valeurs. Vous pouvez choisir d'aimer. Et je réfère souvent à des personnes comme Nelson Mandela, qui était si longtemps en prison. Je réfère aussi à des personnes comme Gandhi. Je réfère au maître Omram Mikhaël Ivanov, qui était en prison, à Sri Aurobindo, qui était en prison aussi, et qui se sont toujours sentis libres et ont vécu des grandes ouvertures en prison, même si l'extérieur était limité, confiné par les règles qui les emprisonnaient. Alors, la véritable liberté n'est certainement pas à l'extérieur de nous, parce que les forces, du moins à court terme, peuvent vraiment nous limiter. On en a vraiment des preuves actuellement, et les gens qui ont connu les dernières grandes guerres ont connu aussi beaucoup les limitations extérieures. Et on a des libertés en termes de choix. La liberté, c'est le choix. Quels sont vos véritables choix qui ne peuvent pas être altérés? C'est les choix de vos pensées, le choix de vos états, le choix de vos attitudes, le choix de l'amour que vous avez, le choix du regard que vous posez. Ça fait partie de votre véritable liberté. Et quand on va plus loin dans les facultés de l'être humain, on s'aperçoit que l'être humain peut vraiment vivre à partir de sa force intérieure des états expansifs qui lui permettent d'aller vraiment dans des espaces méditatifs, mais aussi dans d'autres dimensions de lui-même. Et il peut même se projeter vibratoirement au-delà de son corps. Là, je suis rendu loin, mais en fait, à partir du moment où l'être humain commence à retrouver ses facultés sensorielles, mais aussi extrasensorielles, et les facultés de sa conscience et de l'amour, eh bien, il se rend compte que la vie de son corps est une partie de la vie qui souvent peut être limitée de l'extérieur, mais lui, vibratoirement, ne l'est pas. C'est vraiment très joyeux de commencer à éveiller ses facultés, lever son rythme vibratoire, explorer ses dimensions. Un nouveau livre qui va sortir probablement là en septembre finalement, la multidimensionnalité de notre être, et qui explique quelles sont chacune des dimensions, et en vivant en expansion dans une ou plusieurs dimensions, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de liberté, évidemment, que notre corps a des libertés extérieures. Évidemment, dans certaines situations, on est très, très, très libre, et dans d'autres, on s'aperçoit que notre liberté peut être contrainte au niveau du corps, mais au niveau de notre force énergétique, eh bien, il n'y a pas vraiment de contrainte. Alors, Adèle, que faire quand un membre de la famille ne veut plus vous voir parce que vous n'êtes pas vacciné? Donc, vous n'êtes pas vacciné, des membres de votre famille ne veulent pas vous voir. Ils ont des valeurs, des convictions qui sont différentes des vôtres. Évidemment, il est important de comprendre que il y a un pourcentage très élevé de la population que j'appelle la norme, qui non seulement pense comme eux, pense que le vaccin est important, que le vaccin est absolument obligatoire. La norme pense que les non-vaccinés sont vraiment non respectueux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la norme, la masse des gens, ainsi que les dirigeants, crée chez les gens qui sont vaccinés vraiment une telle force que ça les convainc. C'est-à-dire qu'il y a des membres de votre famille qui voient, à cause de toute cette influence si grande, si massive et si continue et répétitive jour après jour, qu'il y a des gens qui en viennent qu'à mettre cette valeur, la valeur de la vaccination, comme prioritaire, comme plus importante que la valeur de la relation familiale. Eh bien, c'est un choix de leur part.
ce que je vous suggère, c'est de tout simplement maintenir votre calme, maintenir votre paix intérieure. S'ils ne veulent plus vous voir, ne les voyez pas, c'est-à-dire respectez leur choix. Vous voulez qu'ils respectent le vôtre, respectez le leur. Alors, intériorisez-vous pour émaner de l'amour, de la lumière vers ces êtres. Si vous voulez maintenir le contact, proposez-leur des contacts au niveau du téléphone, avec l'ordinateur où on peut se voir, on peut se sourire, on peut se sentir vibrer, leur dire que vous les aimez. Si eux, ils ont des contractions face à vous, restez calme et n'en ayez pas face à eux. Et ça, c'est l'attitude qui est probablement la plus favorable pour maintenir les relations, ne pas entrer vraiment dans une guerre. Ce sont leurs valeurs. Vous pouvez, s'ils sont calmes, vous pouvez calmement expliquer votre point de vue, mais c'est probablement fait. Et comme je vous dis, ils ont tant de monde autour d'eux et de dirigeants, de journalistes qui leur disent qu'ils ont raison, qu'ils sacrifient cette valeur familiale, relationnelle pour cela. C'est leur choix. Alors, comme vous voulez que votre choix soit respecté, respectez le leur, maintenez votre cœur ouvert. Chris nous dit, malgré le travail que je fais sur moi, j'ai encore beaucoup de stress lorsque je suis en relation avec les autres. Comment m'apaiser? Alors, ce qui est intéressant, c'est de vérifier qu'est-ce qui crée ce stress avec les autres. Quelquefois, le stress que vous avez avec les autres est un stress qui est là comme à l'intérieur de vous. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que le stress de la relation avec les autres peut sembler venir des autres, quelquefois de leurs exigences, des exigences que vous interprétez, que vous entendez. Il peut venir aussi de l'exigence que vous avez sur vous face aux autres. C'est important. Alors, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à la hauteur. Souvent, je vais leur dire, à la hauteur de quoi? Et ils vont me répondre, mais à la hauteur des exigences de la vie, du travail, de ce que les gens attendent. Et je leur réponds, essaie d'aller voir s'il n'y aurait pas des exigences face à toi-même, des attentes face à toi-même, qui se projettent vers les autres, c'est-à-dire que comme les autres deviennent le miroir de soi-même. Donc, essayez de vraiment identifier quelle est la source de ce stress, quel est ce stress réellement, c'est quoi cette tension, quelle est sa source. Alors, par exemple, il peut y avoir une sensation d'avoir à être à la hauteur, d'avoir à performer, d'avoir à parler. Je parlais avec un jeune homme dernièrement qui me disait qu'il était mal à l'aise avec les autres parce qu'il avait l'impression qu'il devait parler, parce que tout le monde parle, tout le monde a des choses à dire, et lui, il est très intérieur, il aime être avec les autres, il aime les écouter, mais ça lui crée un stress, donc il a tendance à s'isoler. C'est un exemple. Alors là, il est important qu'il puisse nommer ça. J'ai l'impression que je dois parler. Et puis là, je l'ai guidé à voir, lui, qu'est-ce qu'il aimait de lui. Et ce qu'il aimait de lui, c'est sa musique, sa poésie. Alors, je lui ai dit, si tu l'aimes de toi, est-ce que tu as envie de partager ta poésie? Est-ce que tu as envie de partager ta musique? Donc, plutôt que de partager des opinions sur ceci, cela, il peut aussi partager sa musique. Et quelquefois, quand les gens parlent de leurs opinions, ben, je lui dis, tu peux mettre sans musique et toi, juste improviser si tu veux ou jouer un morceau qui te fait penser à ça, pour que ton mode d'expression reste le tien. Alors, c'est un exemple. Allez voir quel est le thème de ce stress. Qu'est-ce qui l'a généré? Il est là depuis quand? Il a commencé comment? Il y a une blessure là. Il a pu commencer par quelque chose de simple et pourtant de très profond. Imaginez qu'il y a des gens en visite à votre maison, dans votre famille, quand vous êtes jeune, vous avez dit quelque chose et tout le monde s'est mis à rire et votre
votre père vous a grondé en vous disant « on ne dit pas des choses comme ça », et puis tout à coup, il y a eu 2, 3 répétitions de choses de cet ordre-là, et après, il y a un stress en collectivité. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est ce stress, c'est-à-dire comment vous le nommez autrement, et puis après voir la source, et puis après, on peut voir une voie pour faciliter ça. Et dans cette voie, c'est toujours être vous-même. Être vous-même. Vous êtes, même en groupe, même avec les autres, on a le droit au silence, on a le droit à la tranquillité, on a le droit de partager par un regard, par un sourire. L'idée de ne pas se mettre de pression à atteindre un niveau, à être performant ou à être comme les autres. Ne pas être comme la norme. Vous savez, la norme met énormément de pression. La norme, c'est le groupe. Alors, qui met énormément de pression. C'est important d'oser être naturel. Donc, ma réponse est plutôt partielle parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui crée ce stress. Vous pouvez me revenir, Chris. Alors, Eliane nous dit « Je n'arrive pas à arrêter de manger de la viande. Avez-vous un conseil? Merci. » Alors, dans votre question, j'entends que vous aimeriez arrêter de manger de la viande. Alors, pour quelle raison? Allez voir à l'intérieur de vous. Pour quelle raison vous voulez arrêter de manger de la viande? Parce que vous avez lu que c'était mauvais, parce que vous voulez protéger les animaux, parce que vous avez l'impression que votre corps réagit mal. C'est d'abord d'être clair avec vous-même quant à la raison réelle pour laquelle vous voulez arrêter de manger de la viande. Alors, il y a certainement des bonnes raisons, et ce qui est important, c'est de les savoir, ces raisons. Et encore une fois, je reviens avec l'idée de la norme dans votre environnement. Peut-être que tous vos amis ne mangent plus de viande et prêchent pour qu'on ne mange plus de viande, et vous dites, il faudrait que j'arrête. Quand vous vous dites, il faudrait que j'arrête de manger de la viande et que vous avez toujours envie d'en manger, c'est peut-être parce que les raisons pour lesquelles vous vous dites d'arrêter ne sont pas vraiment intégrées, ne sont pas de vous. Ce qui est intéressant, c'est d'abord d'aller voir ça. Ensuite, allez voir quel est le bénéfice que la viande vous donne. Si vous avez toujours envie de manger de la viande, alors observez pourquoi. Qu'est-ce que manger de la viande vous apporte? Alors, j'avais une maman qui nous a quittés l'an dernier et qui mangeait de la viande à tous les repas. Je m'excuse. Et puis, elle était dans tous ces états. Ça fait 35 ans que je mange plus de viande, je mange plus de viande animale sous aucune forme. Mais elle me disait, mais comment tu fais pour vivre? Moi, si j'ai un seul repas sans viande, je me sens faible. Donc, elle avait inscrit en elle cette programmation. Effectivement, elle se sentait faible. Elle n'était pas faible, mais elle se sentait faible parce que pour elle, la viande lui permettait une force. En plus, elle n'avait pas de source de protéines vraiment autre que la viande. Donc, effectivement, après plusieurs repas, elle aurait peut-être faibli. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la viande vous apporte pour vous. Quel est le bénéfice qu'il y a pour la viande? Si vous avez toujours envie de manger de la viande, c'est qu'il y a un bénéfice. Et d'autre part, avec ce bénéfice, vous allez voir qu'il est intéressant de changer le bénéfice. Je fais un parallèle. Et quelqu'un voulait arrêter de fumer et décide d'arrêter de fumer. Il y a beaucoup de difficultés. Et en fait, fumer lui apporte des bénéfices. Fumer apporte aussi des inconvénients, consciemment ou inconsciemment. Et fumer apporte des bénéfices. À partir du moment où la personne sait quel bénéfice ça lui apporte, elle peut tenter d'aller rechercher ces bénéfices dans d'autres choses que la fumée. Alors, je vous dis la même chose. Si vous avez toujours envie de manger de la viande, c'est qu'il y a des bénéfices au niveau physique, au niveau psychique, peut-être au niveau social. Il se peut que, consciemment et inconsciemment, vous ayez enregistré que si on ne mange pas de viande, socialement, on a l'air d'être marginal. Alors, allez vraiment identifier quels sont les bénéfices, puis après, vous pourrez tenter de répondre à ces bénéfices
différemment. Alors, par exemple, s'il n'y a aucun autre apport de protéines, eh bien, votre corps vous invite à manger de la viande parce que vous avez besoin de ces protéines. Alors là, vous pouvez commencer, avant d'arrêter de manger de la viande, commencer à manger, par exemple, des légumineuses, essayer le sétan, essayer le tofu, dans des recettes qui sont intéressantes, qui sont bonnes, avec des sauces peut-être que vous mettez avec la viande. De la même façon, vous pouvez faire une brochette de tofu au lieu d'une brochette de bœuf ou de poulet. Faites cet apport-là et vous allez voir si l'envie reste là. Peut-être que c'est autre chose aussi. C'est peut-être une question de sensation de force qui est programmée à l'intérieur de vous. Donc, c'est important d'aller voir quel est le bénéfice que vous ressentez. Alors, j'en suis maintenant à Martine. Les virus ont-ils une conscience essence qui peut être canalisée par un humain? Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui a canalisé, semble-t-il, le COVID. Donc, je ne vais pas donner une opinion, je ne donne jamais d'opinion sur les gens qui canalisent ceci ou cela. Ce qui m'intéresse, c'est votre voix. Les animaux, parce qu'un virus est une forme animale, les animaux ont une conscience collective. Par exemple, il y a la conscience des chevaux, la conscience des chiens, la conscience des chats. Et puis, il y a des caractères. Donc, il y a des individus. On dit qu'un cheval est un individu dans la meute, dans le groupe des chevaux. Donc, un individu qui a un caractère. Il développe une forme il y a des formes de caractère qui sont innées, puis des formes qui se développent comme une personnalité en fonction des expériences qu'ils ont. Mais il n'y a pas une essence comme un être humain qui provient là vraiment, qui lui donne une œuvre de vie particulière. Alors voilà. Alors, est-ce qu'un humain peut canaliser un virus? Certainement qu'un humain peut canaliser la conscience d'un groupe animal. Voilà. Nathalie nous dit, elle nous dit bonjour. Donc alors, je vous salue. Martine nous dit, vous parlez du triangle de pouvoir, s'agit-il des lettres de feu? Et que pensez-vous des lettres de feu? Alors, le triangle dont je parle, c'est le triangle de force, qui est différent des lettres de feu. Alors, d'ailleurs, je m'étais dit que j'allais vous en parler de ça, parce que actuellement, en fait depuis longtemps, mais actuellement, c'est vraiment exacerbé. Il y a vraiment de tension, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de points de vue et il y a beaucoup de gens qui ont de grandes émotions, de grandes colères, de grandes frustrations, de grandes peurs. Et donc, les émotions sont très vives et parallèlement, il y a des gens qui développent leur sensitivité, leur sensibilité. Et il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont comme des éponges, là, que c'est difficile parce qu'ils captent vraiment trop les émotions, les réactions, les comportements des gens, d'une part. D'autre part, il y a une période qui a rendu les projets quelquefois plus difficiles à exécuter. Beaucoup de gens se demandent comment orienter leur vie, comment attirer à soi ceci ou cela. Eh bien, toutes ces questions peuvent être aidées avec le triangle de force. En fait, le triangle de force est une des façons d'augmenter et d'amplifier son champ d'énergie. On est une structure énergétique, l'énergie est en mouvement à l'intérieur de nous, ce qui génère des vibrations. Comme l'océan génère des vagues, des vibrations. Alors, ces vibrations sont d'une certaine force, et plus elles s'éloignent de nous, et plus leur puissance diminue, même si elle continue. Et j'expliquais dernièrement comme, par exemple, lorsque vous faites tinter une cloche, eh bien, au début, le son peut être très, très, très fort, et puis progressivement, l'onde sonore, eh bien, diminue. Elle est fine, elle peut aller très, très, très loin, mais son intensité, la capacité de capter le son, diminue.
Alors, c'est pareil pour nous. Au départ, eh bien, les vibrations autour de nous sont fortes, sont puissantes. Et puis, à un certain moment, elles diminuent. Or, ces vibrations-là autour de nous constituent notre champ vibratoire, notre champ énergétique. Et je dis aussi notre champ aurique, c'est le champ de nos auras. Eh bien, ce champ peut être chez une personne un champ qui a 1,5 mètre de diamètre, parlons de rayon, 50 cm, 1 mètre de rayon, 2 mètres, 3 mètres. Plus la personne est en expansion, plus ça grandit, évidemment. Alors, c'est ce que l'on veut amplifier et intensifier pour plusieurs raisons. Plus le champ d'énergie est ample et plus il est puissant, d'abord, plus nos vibrations sont émises avec puissance, de telle sorte que l'on peut plus facilement attirer ce que l'on veut attirer à nous, de telle sorte qu'on peut plus facilement être attiré vers ce vers quoi on veut être attiré, et plus facilement notre champ d'énergie va filtrer les vibrations des autres qui viennent vers nous. Alors, le triangle de force consiste à projeter à 1 mètre devant nous jusqu'au cœur causal de notre cœur, jusqu'au cœur causal des faisceaux d'amour. Et de notre troisième œil vers le cœur causal, on projette des faisceaux de conscience. Ce qui crée, là, si je me mettais de côté, ça ferait comme ça, un triangle, je ne sais pas si on voit bien là, faisceau de la conscience à partir du troisième œil, faisceau du cœur. Eh bien, avec le canal central qui est à l'intérieur de nous, ça crée un triangle. C'est le triangle de force. Et par notre intention, on va imaginer qu'il tourne autour de nous pour intensifier à partir de notre conscience et de notre amour. On intensifie notre champ d'énergie et on l'amplifie. Ce qui fait en sorte qu'on maintient une sensitivité tout en diminuant une sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un est en colère devant nous ou au-delà de nous, eh bien, plutôt que d'être envahi par sa colère, je vais bien capter, je vais être sensitif, je vais capter que cette personne est en colère sans que sa colère m'affecte. Alors, c'est vraiment très important. Alors, les lettres de feu, j'aimerais que vous spécifiez parce qu'on en a dans 2 ou 3 orientations des lettres de feu. Par exemple, les lettres, les caractères hébreux, les lettres de feu qui sont très, très importantes. Alors, il y a un autre concept de lettres de feu qui explique vraiment les grandes lames de la création humaine. Alors, parlez-moi de quelle orientation de lettres de feu vous citez. Voilà. Brigitte nous dit « Je suis confuse, très confuse, je n'arrive pas à décider ce qui est le mieux pour moi, le vaccin ou pas. Je n'en sens pas le besoin pour ma santé, mais les taux qui se resserrent m'indiquent-ils d'arrêter de résister. Les taux qui se resserrent, c'est les taux de la normalité. Ce que vous dites est pour moi très, très, très important et c'est la raison pour laquelle j'ai créé là, un atelier en vidéo qui s'appelle « Connexion avec les guides intérieurs ». Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des pressions extérieures. Il y a des pressions sur plusieurs thèmes, et dont celui évidemment du virus et du vaccin, tout ça. Et il y a des pressions qui viennent dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a des pressions qui viennent des journalistes, il y a des pressions qui viennent des gouvernements, il y a des pressions qui viennent de la famille, il y a des pressions qui viennent de la normalité. Il y a aussi des pressions qui viennent des non-vaccinés, et il y a des informations, même une pression qui vient de spécialistes. Donc, d'une part, vous faites face à des spécialistes qui vous disent non seulement c'est pas nécessaire, mais ça peut affecter votre système immunitaire. Puis il y a des spécialistes qui vous disent, et oui, c'est absolument nécessaire et c'est bon pour votre système immunitaire. Donc, ce que je veux dire, évidemment, si vous parlez à des non-vaccinés, ils vont avoir
toute une panoplie de preuves qui peuvent vous amener pour vous dire, tiens, ne te fais pas vacciner. Évidemment, si vous parlez à des vaccinés, ils vont avoir toute une panoplie de preuves. Ce qui fait que, en fait, de l'extérieur, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Et ça, c'est sur ce sujet. Il y en a aussi à plusieurs niveaux. Et plus que jamais, je trouve que il est temps que chacun ait un contact et une connexion avec son monde intérieur qui lui apporte des réponses justes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment deux clans aussi. Il y a le clan de ce que j'appelle le personnage, c'est-à-dire de toute la structure qui est créée à partir de vos blessures, qui ont généré des peurs, qui elles ont généré des croyances, des difficultés, des attentes. Ça, c'est une structure. Vous pouvez l'appeler le moi de survie, ou certains vont l'identifier à l'ego. Il y a une partie de vous, là, ou la personnalité, qui peut vous indiquer des voies erronées. Ça, c'est un clan. L'autre clan, c'est le clan qui est de votre âme et de votre esprit, qui se manifeste par des inspirations, par des voix intérieures, par des images et par des sensations. Et ce clan-là, vraiment, vous apporte les réponses les plus justes pour vous. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est, pour moi, rendu essentiel que chacun d'entre nous, on développe une complicité avec ce clan lumineux, ce clan de l'âme, de l'esprit ou de la conscience, de l'amour, qui nous guide correctement. Donc, on a à apprendre d'abord à créer le contact et on a à apprendre à discerner à l'intérieur de nous les voix. Vous savez, on a tendance à parler de la petite voix intérieure. Mais en fait, pour moi, il y a deux voix à l'intérieur de nous. Il y a la petite voix et la grande voix. Et je prends toujours un exemple comme, par exemple, vous arrivez à la fin de la journée, c'est une journée difficile, un peu frustrante, pas de satisfaction, et il y a la petite voix qui vous dit « mange de la glace au chocolat ». Et vous mangez un peu de glace au chocolat et la petite voix vous dit « tu as droit, tu as travaillé fort, tu es quelqu'un d'important avec toi, mange ta glace au chocolat ». Donc la petite voix qui t'encourage à cela. Et puis il y a la grande voix qui dit c'est important que tu retrouves ta satisfaction ailleurs que dans la glace, par exemple. Il y a une voix de sagesse et il y a la petite voix qui est portée par les blessures et les peurs. Alors, la petite voix, elle, a toujours des justifications. Elle te dit, oui, tu y as droit, tu as travaillé fort, tu as travaillé beaucoup, tu as aidé beaucoup de gens, maintenant tu peux prendre soin de toi. Et la grande voix qui dit, oui, il est important de t'aimer, et pour t'aimer, émerge vraiment pour exprimer qui tu es. En fait, la grande voix va répondre à vos questions aussi. Donc, l'idée, c'est de commencer vraiment à développer une complicité et discerner les voix et être en contact. Et à l'intérieur de soi, il y a plus que la grande voix. Il y a tout un ensemble d'éléments à l'intérieur de nous que j'appelle des guides intérieurs. Il y a nos cellules, il y a nos émotions, il y a nos sensations, nos inspirations, des images, des rêves. Il y a toutes sortes de choses qui nous apportent des réponses à ça. Donc, plutôt que moi, je vous apporte une réponse qui ne serait qu'une réponse parmi des milliers, des millions, des milliards presque aujourd'hui, parce que si vous demandez est-ce que je dois me faire vacciner ou non, vous allez avoir des réponses dans tous les sens. Allez vraiment vous connecter avec votre grande voix intérieure et vous aurez ce qui est le plus juste et lumineux pour vous, qui vous correspond. Alors, Malika nous dit comment cultiver au mieux sa patience. Ah ben ça, c'est une question qui est simple et à la fois qui est pas si évidente. Comment cultiver sa patience? Alors, commencez par être patiente avec vous-même, tout en discernant la nuance entre la patience et je cherche le terme là, je l'ai dans ma tête,
vous savez, quand vous êtes... il y a un mot qui explique ça. Quelquefois, vous êtes vraiment patient, tolérant avec vous-même, mais quelquefois, vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas tolérant, vous êtes très exigeante, vous êtes très... vous vous secouez continuellement. Donc ça, c'est très important. Développez votre patience, votre bienveillance avec vous-même, votre écoute de vous-même, votre non-culpabilité, votre non-jugement de vous-même, parce que moins vous vous jugez vous-même et moins vous jugerez les autres extérieurement. Et donc, plus vous serez patiente envers leurs choix qui quelquefois semblent erronés, leurs actions et qui sont quelquefois vraiment créatrices de troubles ou de violence ou de dispersion, de chaos, etc. Ça, c'est intéressant. Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes patiente ou non patiente et développez la patience en vous. Pour développer la patience, dites-vous que vous êtes sur une voie évolutive, que chaque expérience a un sens. Quelquefois, vous n'en avez pas toujours le sens. Chaque expérience vous propose un message de transformation, d'évolution. Dans l'expérience, quelquefois, c'est difficile de capter le sens, de capter le message. Donc, attendez quelquefois d'avoir terminé l'expérience pour avoir un peu de recul, pour pouvoir regarder l'expérience en étant au-delà comme s'élever au-delà de la situation pour mieux voir. Peu à peu, vous allez voir, vous pourrez comprendre ce que l'expérience a voulu vous apporter. Donc, être plus tolérante envers vous-même, être plus patiente, être plus généreuse et avoir moins de jugement et de culpabilité envers vous-même. Et alors, vous allez voir que votre patience va se développer pour les autres. C'est intéressant de voir que pour plusieurs thèmes, lorsqu'on commence à le vivre avec soi, eh bien, par la suite, c'est comme une offrande naturelle aux autres. Alors, je cherchais être plus patiente et non pas accepter tout, vous savez. Accepter tout, il y a un terme pour ça, pour dire que il m'a passé très vite par l'esprit, mais je suis la personne qui accepte tout, qui laisse passer des caprices, etc. Là, c'est plus de la patience, c'est de la... je suis certain que quelqu'un a le terme et il va me le dire bientôt. Mais vous comprenez ce que je veux dire, Malika. Jocelyne, la noosphère dont Pierre Teilhard de Jardin est-elle sur notre chemin spirituel dans notre évolution? Eh bien, je ne sais pas exactement tout le concept qui est développé dans tout ça. Et chaque être humain va rencontrer toutes les manifestations grandioses de l'univers, va rencontrer autant la perfection dans le microcosme que dans le macrocosme sur sa voie d'évolution, mais pas nécessairement dans une vie. Vous savez, la voie spirituelle se présente comme ça. D'abord, on entre sur une voie spirituelle, puis on entre dans une voie qui est à un autre niveau. Il y a comme... Ça nous amène très loin, les voies spirituelles de plusieurs niveaux, et on ne les vit pas toutes dans une vie. Alors, quand vous dites sur notre chemin, peut-être sur votre chemin dans cette vie, mais certainement dans une vie. Alors, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, dans votre vie, vous tentiez d'être et d'exprimer le meilleur de vous-même. Vous tentiez d'être en paix, vous tentiez d'être dans la joie, d'être dans l'amour. Vous, avec vous-même, dans la bienveillance, dans une forme de sagesse, dans une effervescence par rapport à votre vie, votre évolution, vous tentiez vraiment d'être dans l'évolution sans
vous mettre de la pression, vous créer des stress, vous juger, etc., vous culpabiliser. Être sur votre voie. Et alors, vous allez vivre un rythme qui grandit de façon exponentielle et vous allez vivre tous les aspects de la vie et de l'univers. France nous dit « Comment composer au mieux avec toutes les mesures sanitaires en place lorsqu'on n'est pas en accord avec elles ?» Oui, c'est un sujet qui est important actuellement et j'ai plusieurs angles de réponse à vous transmettre. Celui que j'ai envie de vous dire, c'est êtes-vous en accord avec toutes vos façons à vous de vivre? Êtes-vous en accord? Est-ce que, par exemple, vos comportements, vos états, vos attitudes, vos paroles sont vraiment tous en accord avec vos valeurs, avec vos objectifs? Et vous allez vous rendre compte que non. Et je ne vous dis pas ça pour que vous vous jugiez, évidemment. Je vous amène à réaliser que notre société est une forme de maha ou méga manifestation de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre société met en place des règles, des obligations avec lesquelles on n'est pas en accord ou avec lesquelles il n'y a pas de réponse. Ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas avec notre façon de penser. Et je vous comprends très bien parce que dans la société, il y a vraiment beaucoup d'éléments avec lesquels je ne suis pas en accord. Et bien au-delà de la pandémie, ne serait-ce que, par exemple, toute l'organisation basée sur la concurrence. Et même dans les écoles, je parlais des professeurs, mais comme par quoi on peut recommencer? Quelquefois, on stimule les étudiants avec la concurrence. Eh bien, après, les étudiants ou les êtres humains sont en concurrence avec eux-mêmes pour tenter d'atteindre des résultats plutôt que d'apprécier le moment. Alors, je trouve que actuellement, il y a des règles avec lesquelles beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de choses aussi qui étaient là avant. Par exemple, il y a les structures financières, les structures de santé, les structures de l'éducation. Ah, peut-être que vous êtes en accord, peut-être que vous n'êtes pas en accord. Je n'ai pas une conviction du système d'éducation actuel qui correspond à l'être humain nouveau. J'ai vraiment l'impression que les enfants qui s'incarnent depuis un certain temps ont un ensemble de facettes qui nécessitent une autre forme d'éducation. Donc, il y a des désaccords par rapport à beaucoup de choses. L'inéquité face aux femmes encore, ça existe encore, bien sûr, face aux gens qui sont dans différents pays. Alors, il y a des gens qui ont faim, en désaccord avec tellement de choses. Comment, par exemple, on peut octroyer autant de milliards d'euros et de dollars à des armées et laisser mourir autant de gens dans la pauvreté? C'est que, et comment on peut ne pas en parler tous les jours? Parce que ça, c'est concret. Il y a des gens qui meurent de faim, on met de l'argent pour les armées pour se protéger les uns des autres. Il y a quelque chose dans ça qui, pour moi, ne fait pas sens. Alors, comment je vis avec ça? Eh bien, la façon de vivre avec ça, pour moi, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, je suis sur ma voie, je fais en sorte que je vais vivre à partir de mon essence, essayer d'être le meilleur de moi-même pour collaborer à ma façon au changement. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est un artiste peintre, même si son travail alimentaire, c'est autre chose. Si la personne, dans sa peau, dans sa vibration, dans son énergie, dans son âme, c'est un artiste peintre, eh bien, sa peinture va collaborer à ce que certains puissent comprendre le monde et va collaborer à ce que d'autres puissent s'émerveiller du monde. Déjà, s'émerveiller va créer de la paix. Un autre, par ses soins, va collaborer à diminuer les tensions, les douleurs. Un autre, par ceci,
collabore et collabore. Ce que je vais vous dire, c'est que quand on est en désaccord avec des choses qu'on ne peut pas changer, on essaie d'être au meilleur de soi-même dans sa vie, c'est-à-dire d'offrir le meilleur de soi-même, de s'offrir, parce que c'est à nous d'abord, parce que ça nous apporte un bien-être, ça nous apporte plus de paix et plus de joie. C'est d'être au meilleur de moi-même, et le meilleur de moi-même collabore à la création collective, collabore au changement. Alors, c'est quelquefois difficile, et pour certains, eh bien, les difficultés que l'on vit actuellement, les désaccords face aux normes actuelles sont inacceptables, alors que pour d'autres, c'est d'autres désaccords, par exemple, comme je vous disais, sur les budgets qu'on donne à l'armée ou sur les façons de diriger le monde. Alors, chacun a ses désaccords. Alors, évidemment, il y a un monde à changer. On a un monde à changer. Parce que, quel que soit le niveau de nos désaccords, on s'aperçoit que dans ce monde dans lequel on vit, en général, les gens ne sont pas heureux et les gens ne sont pas santé. Alors, avec tout ce qu'on a mis en place dans notre monde moderne, avoir tant de gens qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas en santé, ça nous dit qu'il y a beaucoup de choses à changer. Alors, en faisant en sorte, non pas d'être dans l'urgence, mais pas à pas, en faisant en sorte d'aller trouver le merveilleux en nous et autour de nous, on essaie ensemble de changer ce monde progressivement. Si on ne peut pas changer les règles qui sont là actuellement, par notre mouvement, on essaie de amener des transformations pour un monde meilleur. Patrick nous dit, ma compagne rote beaucoup. Nous avons remarqué que cela était énergétique en fonction des rencontres. Nous aimerions connaître la raison. Alors, je vous invite à vivre le dialogue avec les cellules. Vous savez, vous pourrez toujours trouver quelqu'un à l'extérieur qui vous donne une raison. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une raison qui soit juste pour vous, votre raison. Et ça, vous allez l'avoir à l'intérieur de vous. Alors, je vous invite à vivre le dialogue avec les cellules. Encore une fois, c'est gratuit, c'est sur le site. Ne le faites pas juste une fois, parce que vous pouvez le faire une fois, ça n'a pas marché. Soyez patient, refaites-le, refaites-le, refaites-le. C'est un contact avec vous-même. Refaites-le et vous allez faire émerger les raisons profondes de cette situation, de ce déséquilibre. Alors, là, il y a encore beaucoup de questions et notre heure est terminée. Je vous invite à cesser de poser des questions et je vais refaire une autre rencontre lundi prochain. Et si on n'a pas assez de temps, on ajoutera du temps, on ajoutera des rencontres. Brigitte nous dit, je suis confuse, très confuse, je n'arrive pas à décider ce qui est le mieux pour moi, le vaccin ou pas. Je pense que j'ai répondu à tout ça. Pour ma santé, oui, j'ai répondu à ça précédemment. On dirait que je suis revenu vers l'arrière, là. Alors, Jérôme nous dit, je cherche encore et encore la source de mon déséquilibre avec le dialogue avec les cellules. Je n'arrive pas encore à identifier ce déséquilibre. Comment faire pour aller plus loin encore et m'aider? Alors, Jérôme, en fait, je vous propose d'arrêter de chercher. En fait, quand vous dites « je cherche » et je n'arrive pas à identifier, l'idée, c'est que quand vous vivez le dialogue avec les cellules, entrez dans une détente profonde, pas pour vous endormir, mais vraiment une détente physique, énergétique, psychique, spirituelle, dans un état où vous, mentalement, vous ne cherchez plus. L'idée, c'est de laisser parler les cellules qui vivent le déséquilibre. Alors, dans cet état, vous demandez à l'intérieur de vous, non pas de vous expliquer, de vous transmettre quel est le message, qu'est-ce que le déséquilibre
veut vous proposer. C'est ça que vous cherchez, c'est-à-dire, pas ici, quand on vit le dialogue avec les cellules, on peut toucher la source, on peut toucher une compréhension, mais le but réel du dialogue avec les cellules, c'est d'abord de favoriser la guérison. Et pour favoriser la guérison, c'est d'aller écouter à l'intérieur de soi les cellules qui vous transmettent qu'est-ce qu'elles veulent vous proposer comme changement. En soit, ça vient du fait qu'un déséquilibre, une maladie, une souffrance est un signal récurrent d'intensité progressive qui se manifeste pour vous amener à transformer quelque chose. Ce quelque chose peut être physique, par exemple, mangez moins. Ce quelque chose peut être psychique, détendez-vous, délaissez vos colères. Ce quelque chose peut être énergétique, peut être comportemental. En fait, un malaise est une manifestation d'une fréquence qui s'est diminuée à cause d'un autre phénomène. Alors, quelquefois, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est à côté de lui-même, quelqu'un qui ne vit pas sa vie peut générer des difficultés assez importantes, peut générer un cancer. Alors, on peut chercher la source, bien sûr, aussi, mais à la fois, la source ne nous dit pas nécessairement ce que l'on a à transformer. Ici, ce que j'amène comme postulat, c'est que s'il y a un déséquilibre, une douleur, une maladie, cela est un signal pour nous faire changer quelque chose. Alors, je peux trouver où, quand, comment ça a commencé. C'est intéressant, ça, vous pouvez aussi le chercher intérieurement. Tiens, où est-ce que ça a commencé? Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut me faire changer pour être plus en santé, non seulement pour régler le problème de santé, mais pour favoriser mon évolution. Alors, pour aller plus loin, Jérôme essaie de plutôt être à l'écoute, donc ne pas chercher à être à l'écoute pour entendre, pour ressentir qu'est-ce qu'il y a transformé. Après, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez essayer l'auto-hypnose, qui est un peu concurrent avec ça. C'est presque de l'auto-hypnose jusqu'à un certain point. Vous pouvez essayer des émergences, même. Mais essayez dans un sens, essayez dans l'autre. Je vois trop de gens qui essaient, qui par exemple ont un déséquilibre, qui essaient des voies allopathiques, qui essaient des voies naturelles, des voies énergétiques pour se guérir. Je dis, mais je comprends en même temps, parce que la souffrance, c'est quelquefois difficile à soutenir. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que le corps veut me dire. Véronique me dit, je fais des rêves où l'on me parle de faire des réserves de nourriture et où je vois des images pas très encourageantes sur notre futur. Est-ce que, parce que mon taux vibratoire n'est pas assez élevé, comment différencier mes visions de mon troisième œil et mes peurs? Alors, ce que vous nous dites est intéressant. Là, votre dernière question est un peu différente du contexte auparavant. Alors, les rêves peuvent être prémonitoires. Pourtant, généralement, des rêves sont soit des expressions de votre inconscient veut vous dire quelque chose, soit des voyages, comme votre esprit voyage. Ici, dans ce type de rêve, il semble que votre inconscient veut vous dire quelque chose, fait des réserves de nourriture. Et très souvent, la vision dans le rêve est métaphorique. Alors, si on le prend au premier niveau, fait des réserves de nourriture, accumule de la nourriture qui peut perdurer longtemps, eh bien, peut-être, ce serait prémonitoire presque ce rêve. Mais à la fois, il se peut que les provisions de nourriture soient votre nourriture subtile, énergétique,
Et je peux vous confirmer que maintenant et dans les temps qui viennent, dans ce qui est en train de se préparer, il va être important plus que jamais, non seulement d'être à haute fréquence, mais d'éveiller ses facultés. Alors, votre nourriture, ça peut être aussi faire des réserves dans le sens de éveiller et faire amplifier votre relation avec vos différentes facultés. Faire des réserves de votre nourriture subtile. Alors, ça veut dire aussi, nourrissez-vous de prana, nourrissez-vous de... J'explique à deux niveaux. Le premier niveau, c'était faites des réserves de nourriture, nourriture de vous, vos facultés, non pas les conserver pour vous, mais les amplifier, en ajouter, les éveiller. L'autre élément que je vous dis maintenant, c'est la nourriture subtile, les particules solaires, les particules praniques, les particules vivantes dans l'eau. Ça peut vouloir dire aussi stimuler la vie dans ces particules et nourrissez-vous de ça. Dans un des livres que j'ai fait, on parle des 7 différentes particules qui sont accessibles dans le rayonnement autour de vous et dans le rayonnement solaire et cosmique. Alors, au départ, ne serait-ce que respirer de l'oxygène amplement, respirer le prana et capter des particules de soleil. C'est extrêmement important pour votre vivacité, votre puissance physique, énergétique et psychique. Alors, à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être aussi à ce niveau-là. Donc, à la fin, vous dites comment distinguer ce qui vient de... Oups, j'ai perdu où est-ce que vous en étiez. Les visions de mon troisième œil et mes peurs. Les peurs peuvent générer des visions, bien sûr. Et ces visions des peurs génèrent justement un stress, une tension, alors que ce qui vient de votre troisième œil, ce qui vient de votre conscience, votre esprit, généralement, vous transmet des images associées à des faits. Et n'a aucun environnement pour créer une peur. Par la suite, souvent, quand on se met à interpréter, on peut créer des peurs. Ça, je vois ça souvent. Par exemple, quelqu'un me dit « Ah, j'ai vu l'eau envahir ma ville au complet, comme s'il y avait... » Eh bien, l'eau qui vient envahir, c'est souvent une métaphore qui explique qu'il y a un grand mouvement émotionnel dans la communauté. Alors, si quelqu'un avait fait des rêves comme ça il y a 3 ans, par exemple, des rêves où vous voyez l'eau qui envahissait des villes et des villes, alors on peut dire que par la suite, il y a un grand mouvement émotionnel aussi, mais il n'y a pas eu d'eau qui a envahi les villes, à moins d'être sur une ville côtière, ça c'est autre chose, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui vient de l'esprit, ce qui vient du troisième œil, n'est pas associé à une émotion, c'est un fait, c'est une donnée, une information. Par la suite, si vous mettez à réfléchir, vous pouvez générer des peurs, alors que les peurs elles-mêmes peuvent créer une tension sur vous. Sylvie nous dit « Je viens de prendre mon rendez-vous pour un vaccin ARN messager. Comment ne pas être affecté par le contenu? » Essayez, à partir de maintenant, de maintenir votre rythme vibratoire élevé. Donc, le maintenir tout le temps, c'est difficile, bien sûr. Par contre, ce que je vous suggère, c'est, en début du jour, élever votre rythme vibratoire. Lorsque vous vous rendez compte que dans le jour, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère, élevez à nouveau votre rythme vibratoire. Le jour où vous allez, pour le vaccin, élever votre rythme vibratoire le matin et dans l'attente, dans les 15-20 dernières minutes, juste avant, élevez votre rythme vibratoire. Et après avoir reçu le vaccin, posez-vous, intériorisez-vous, élevez-vous vraiment au niveau de l'amour inconditionnel. Et lorsque vous êtes à haut niveau, demandez aux cellules de votre corps de rejeter de votre corps tout ce qui ne lui convient pas. Voilà ce que je vous suggère. Il y a encore beaucoup de questions. Je ne pourrai pas répondre à tout ça. Alors, je vais en prendre encore quelques-unes. Et pendant ce temps-là, je vais demander comment on va faire pour la suite, pour pouvoir répondre à toutes vos questions comme ça.
Alors, on me dit, lors des guidances, il m'arrive de vivre un blackout et plus rien. Cela s'est produit encore dimanche. Je me sens à la fois bloqué. Alors, Corinne, lorsque vous me dites un blackout, est-ce que ça veut dire que vous vous endormez? Est-ce que ça veut dire que vous ne voyez plus rien, que vous n'entendez plus rien? J'ai besoin d'un peu de détails pour vous aider. Quand il y a une guidance, généralement, on élève le rythme vibratoire. Il se peut que, tout à coup, vous soyez dans un espace très, très expansif qui est, au moment où vous vivez la guidance, qui est plus important que la guidance elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? La guidance favorise un état vraiment d'ouverture pour par la suite vous faire des propositions dans un sens ou dans l'autre. Il se peut que physiquement, psychiquement, énergétiquement, spirituellement, l'état dans lequel vous entrez est plus favorable d'être vécu longuement, donc dans une espèce de blackout mais à haute fréquence, que de suivre une guidance. C'est tout comme si, par exemple, comment je pourrais faire une... Vous allez à la plage, vous allez à un lac avec l'intention de nager. Et vous entrez dans l'eau et tout à coup, vous sentez comme un appel où simplement vous vous placez sur le dos et vous vous laissez flotter et vous vivez un moment de grâce. Pourtant, votre intention était d'aller nager, mais il semble que tout à coup, vous détendre comme ça était plus important pour votre corps que l'exercice que vous aviez pensé. Donc, vous suivez une guidance. Par exemple, je veux vous guider à être en contact avec votre idéal, par exemple. Et donc, je vous guide à élever votre fréquence, vous suivez la guidance, vous élevez votre fréquence, vous entrez dans un tel état expansif et à un niveau, par exemple un niveau psychique, vous avez besoin de cet espace ouvert d'unité pour l'ensemble de votre parcours. Pour l'instant, c'est plus important que votre idéal. Donc, c'est comme si votre corps profitait de ce moment pour vous amener où vous en avez besoin. Alors, avec plus d'informations sur le blackout, on pourrait aller plus loin dans la réponse. Myriam nous dit, si l'on met le point d'interrogation au début de la phrase, ce serait peut-être plus facile pour Pierre. C'est très, très intéressant, Myriam. Merci de la question. Merci du commentaire. C'est vrai parce que il y a les bonjours, il y a je dois quitter, tout ça, mais je trouve ça très sympathique et par la suite, je les relis comme ça tous. Mais c'est vrai que je cherche les questions. Et si vous mettez le point d'interrogation au début de la phrase, c'est super intéressant. Merci. Joanne, est-ce qu'on a le droit de divorcer de ses parents si la relation est vraiment toxique? Vous avez le droit de choisir votre vie. Alors, maintenant, essayez d'abord et avant tout de vous assurer qui choisit. On a le droit de faire les choix qu'on veut, mais qui choisit à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est la partie blessée? Est-ce que c'est la partie apeurée? Est-ce que c'est le personnage qui choisit ou c'est vous? Alors, pour ce faire, commencez d'abord par élever votre rythme vibratoire, entrez dans un espace là, vraiment expansif et ressentez si vraiment vous, être amoureux, avez envie de vraiment dissoudre cette relation. Voyez-vous, dans divorcer, il y a la notion de coupure. Est-ce que vous avez envie de prendre de la distance? Est-ce que vous avez envie de voler de vos ailes? Est-ce que la relation n'est plus stimulante et que vous ne voulez plus la nourrir? Il y a quelque chose de cet ordre qui peut se présenter ou différemment. Et quand vous êtes dans un état de fréquence élevée, il n'y a pas la notion de « je coupe là, c'est trop toxique, ils sont trop toxiques ». Il y a cette notion de « tiens, je veux aller vers d'autres expériences, je veux voler différemment ». Commencez par voir ça. L'autre chose que je vais vous suggérer, à l'intérieur de vous, là, je vous suggère de aller vérifier ou identifier si ce que chacun de vos parents, même des membres de votre famille immédiate, ce qu'ils avaient à vous transmettre a été transmis. Ce que je veux dire par là, c'est que
chaque membre de notre famille a un message fondamental. Par exemple, un frère, par son avarice, nous enseigne la générosité. Un père, par son absence, nous enseigne l'importance de la présence. Une mère, par son agitation et par sa distraction, peut nous enseigner quelque chose. Une mère, par sa douceur, peut nous enseigner l'importance de la douceur, de la tendresse. Voyez-vous, soit par le négatif, soit par le positif, chaque membre de notre famille a quelque chose à nous enseigner. Avant de choisir, de vous écarter, je vous suggère d'aller à l'intérieur de vous, de voir, est-ce que le message fondamental de votre mère, pas qui vient d'elle, qui vient de son être, qu'est-ce que vous aviez à apprendre de votre mère fondamentalement? Vous l'avez eu. Le message, l'enseignement, peut-être que dans la relation actuellement toxique, il se peut que votre mère, par sa façon d'être, dans un sens ou dans l'autre, vous fait un message de bienveillance envers vous-même. Peut-être qu'elle n'a pas été bienveillante envers elle-même et qu'elle a été dure, etc., et que par la suite, elle est dure avec les autres. Je ne sais pas, là, j'invente quelque chose. Et qu'elle vous enseigne la bienveillance. Allez chercher ça pour vous assurer d'avoir ça. Alors, il y a tellement de questions qu'on va y passer la nuit. Attention, je vais voir un instant comment on va continuer. Claude, bonjour. Malgré le travail évoqué précédemment, je ne parviens pas encore à rester calme dans la situation actuelle. Les décisions du gouvernement me mettent très en colère. Mais oui, je comprends, il y a plusieurs personnes comme ça qui sont vraiment très, très en colère. J'ai plusieurs réponses face à ça. Il y a plusieurs personnes, vraiment, plusieurs, énormément de gens, par milliers, voire millions, qui sont en colère avec les normes. Il y a des millions de personnes, des milliards peut-être, qui sont en accord avec ces normes. Donc, il y a vraiment une opposition dans ça. Et, en fait, les gens qui sont en accord avec les gouvernements et les règles, parmi eux, il y en a qui sont en colère contre les gens qui ne sont pas en accord. Et il y a des gens qui sont en désaccord avec les règles et qui sont en colère envers les gens qui sont en accord avec ces règles. Donc, il y a de la colère. Et actuellement, la colère génère énormément de puissance dans les égrégores de colère. En fait, dans l'atmosphère autour de nous, il y a des masses qu'on appelle des égrégores, comme s'il s'agissait d'un nuage, par exemple. C'est comme, vous voyez quelquefois que la fumée qui sort d'une usine est tellement chargée que ça crée un grand nuage qui ne se dissipe pas facilement. Eh bien, la colère génère une forme de structure qu'on appelle un égrégore de colère qui nourrit la colère chez beaucoup de gens et qui affecte les gens qui entrent en colère sont souvent pris dans le mouvement de la colère. En fait, donc, ça crée un cercle vicieux. Donc, c'est extrêmement difficile actuellement. D'autre part, la colère diminue votre rythme vibratoire. En diminuant votre rythme vibratoire, il y a plusieurs choses que ça manifeste. D'abord, évidemment, ça ouvre la porte à des déséquilibres physiques, des déséquilibres psychiques, énergétiques. Ça rend aussi votre capacité de changer les choses beaucoup moins puissante. Donc, par exemple, pour changer les règles, pour que les règles soient équitables pour tous, nous allons émettre des vibrations. Or, lorsque la colère est présente, eh bien, votre intervention est beaucoup moindre, beaucoup moins puissante, non seulement collectivement, et aussi autour de vous. Donc, ça affecte aussi des gens. Donc, c'est important de le réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand les actes ou les choix de quelqu'un, que ce soit individuel ou collectif, génèrent un désaccord tel que ça nous met en colère, et une colère qui ne semble pas s'évacuer? Alors, on peut vraiment voir, nous, comment on aurait fait les choses, et est-ce qu'il y aurait des gens
qui auraient été en colère face à nos choix, d'une part. En fait, l'idée, c'est de se rendre compte que parmi les gens qui dirigent les différents gouvernements, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils font les bonnes choses. Il y a peut-être des gens qui ont des intérêts. Je ne sais pas. Peut-être des gens qui ont des intérêts. Et en soit, il y a vraiment un angle important, c'est comment vous pouvez le mieux, vous, collaborer au changement de ce avec quoi vous êtes en désaccord. Et il est évident que la colère diminue de façon majeure votre possibilité de collaborer au changement. Alors, essayez de voir que vous aussi, dans votre vie, vous avez quelquefois fait des mesures, choisi des choses avec lesquelles vous étiez en colère avec vous-même par la suite. Et il vous a fallu dissoudre la culpabilité, il vous a fallu être bienveillant pour vous dire « Tiens, je vais changer les choses ». Alors, quelqu'un, par exemple, a beaucoup de culpabilité avec son passé. On se dit, mais tant que la culpabilité est là, elle a de la difficulté à changer parce que la culpabilité la ramène toujours avec ce avec quoi elle était en désaccord. Donc, ça prend ici de la bienveillance, tout comme, par exemple, lorsque quelqu'un est violent, eh bien, si quelqu'un est violent, c'est parce qu'il a des blessures profondes. Personne qui est vraiment investi d'amour continu et qui a été dans un bassin d'amour ne sera violent. Donc, c'est parce qu'il y a des blessures. Alors, être violent avec une personne qui est violente ne change rien. Alors, être en désaccord et en colère ne change rien parce que, je l'ai dit souvent dans certaines capsules, lorsque les gens qui sont en désaccord s'expriment avec la colère, il n'y a pas d'écoute de l'autre côté, il n'y a pas d'écoute. Maintenant, ça prend des gens qui peuvent s'exprimer avec vraiment de la tempérance, de la bienveillance pour qu'il y ait une écoute. Alors, voilà. J'attends que, autour de moi, Isabelle me suggère quelque chose par rapport aux questions qui continuent. Il est 19h30. Je suis en Europe, je suis en Andalousie, et pays de soleil, et un pays où le président a exprimé, il y a quelques jours, la semaine dernière, le président a transmis, voilà, le moment est venu que l'on comprenne que ce virus, il va se déployer et qu'il perde sa force. Et le moment est venu d'arrêter toutes nos règles et de le voir comme une grippe, un rhume, une grippe, et d'agir ainsi. Alors, c'est intéressant. Alors, je prends deux autres questions, parce que là, il y en a des dizaines qui suivent. Et puis, pendant ce temps, je vais vous suggérer autre chose. Céline nous dit « Je suis tellement triste, je pleure souvent de voir ce qui se passe dans le monde. Comment me consoler ?» Je comprends, c'est triste, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, vous savez, avant qu'il y ait la pandémie, il y avait des choses extrêmement tristes aussi. Parce qu'il y a ça, il y a les règles, il y a la pandémie, et ça met en colère plusieurs personnes. Mais avant la pandémie, il y avait des choses aussi extrêmement tristes. J'en ai parlé, des guerres. Il y avait vraiment la faim, la soif, les gens qui meurent, l'iniquité, la corruption. Il y a des pays avec des dictateurs, évidemment, il y en a de plus en plus. Oh, pardonnez-moi, il y a des règles quelquefois qui sont pas acceptées de part et d'autre. Il y avait des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes, et donc c'était triste. Mais d'autre part, il y a un changement nécessaire. Or, lorsque il semble y avoir une augmentation des contractions, eh bien, on peut vraiment réaliser que cela produit des changements. C'est-à-dire que
c'est comme l'individu. Vous savez, imaginons que quelqu'un a de petits maux de ventre de ci, de là, pas trop graves. Eh bien, souvent, la personne ne fait rien. Si les maux de ventre augmentent un peu, elle y pense de temps à autre. Mais elle attend généralement que les maux soient intenses pour faire quelque chose, changer quelque chose. Et c'est vrai dans différents secteurs. Comme s'il y a une attente que quoi en fait? En fait, l'être humain a des bénéfices immédiats de plusieurs façons d'être. Et il attend que les difficultés inhérentes à une façon d'être soient plus grandes que ses bénéfices. Alors, par exemple, si quelqu'un mange chaque soir une boîte de chocolat, on va dire 300, 400 grammes de chocolat chaque soir, il y a des bénéfices. La personne y retrouve une satisfaction, retrouve un bien-être, elle aime ça. Elle se sent accompagnée, tout ça. Même si la personne sait que ça peut causer du tort, tant que les bénéfices sont plus grands que les difficultés, alors elle a tendance à attendre. Et c'est quand les difficultés sont plus grandes que les bénéfices que la personne a tendance à changer. Et bien, si je remets ça actuellement dans le monde, il semble que les contractions deviennent de plus en plus grandes, ce qui fait en sorte, vous voyez, la situation actuelle touche les structures de la santé, touche les structures de l'éducation, évidemment, touche les structures sociales, touche des individus et touche la Terre entière. En fait, ça devient tellement pressurisé que ça a tendance à provoquer des changements. Alors, pour vous consoler, dites-vous que si les tensions augmentent, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution qui va émerger de ces situations. Voilà. Alors, ici, on me dit, ben, les questions, on va continuer la semaine prochaine. J'en prends une dernière, on continue la semaine prochaine. Et puis, est-ce que, je demande à Isabelle, est-ce qu'on peut prendre en note les questions qui sont là pour continuer avec ces questions-là la semaine prochaine? Isabelle, c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, je vais prendre en note toutes les questions qui restent et lundi prochain, je vais commencer avec ces questions-là. Voilà. Alors, une dernière de Gaétan, qui a mis son point d'interrogation au début. Merci Gaétan. Est-ce ici que je dois poser ma question sur mon rêve à propos du médicament, traitement enzymatique, que mon père me dit qu'il nuit à mes reins? Oups. Est-ce une peur ou est-ce une bonne réponse? Vrai, donc réel, donc un rêve prémonitoire. Alors, j'essaie de bien saisir. Là. Vous faites un rêve dans lequel votre père vous dit que votre médicament enzymatique nuit à vos reins. Est-ce une peur ou est-ce une bonne réponse? Vrai, donc réel. Ah, écoute, c'est une très bonne question, Gaétan. Et je ne peux pas vous répondre comme ça à distance en m'assurant que ma réponse soit réelle parce que c'est vous qui avez à évaluer ce rêve. Et ce rêve, vous allez l'évaluer en fonction de est-ce que vous, par exemple, vous aviez beaucoup de doutes par rapport à ce traitement? Est-ce que vous aviez des peurs par rapport à ce traitement? Est-ce que vous pensiez souvent ou même continuellement à ce traitement? Est-ce que vous aviez continuellement vraiment des réflexions intérieures? Est-ce que vous demandiez continuellement? Alors là, se peut que ce soit vos peurs qui aient généré ce rêve. D'autre part, si vous faisiez le traitement ou si le traitement vous était proposé mais que vous n'y pensiez pas, eh bien, il se peut que le rêve vraiment soit prémonitoire. Donc, il y a des éléments à observer. Est-ce qu'il y avait des justifications d'ordre comme si, vous savez, comme la petite voix qui parle, ce traitement, il va nuire, et en plus, il est laborieux, et puis tu n'en as pas trop envie, et puis si tu n'en as pas envie, c'est mieux de pas... Est-ce qu'il y a tout un environnement de justification
qui généralement nous parle du personnage à l'intérieur de nous, qui essaie de nous convaincre, ou d'une partie de nous qui a déjà choisi. Ou bien si tout à coup c'est assez neutre, il y a une information comme ça qui n'est pas enveloppée, entourée pour vous plaire. Est-ce que c'est direct? Généralement, quand c'est direct comme ça, c'est plus, c'est davantage en provenance de la conscience que du personnage. Donc, je vous donne des éléments pour évaluer. Alors, c'est mon ami Robin qui est le suivant. Alors, je m'arrête à toi. J'avais dit que je finissais avec Gaétane. Alors, Robin, je te ferai un coucou et je vais noter toutes vos questions. Je vais les prendre en copie. Et lundi prochain, 18h en Europe et midi, c'est ça? Oui, midi au Québec. Je serai en ligne avec vous. Merci d'être là. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions, mais c'est parce qu'on a envie d'être ensemble, on a envie de parler, on a envie d'apporter certains éléments qui ne sont pas toujours les réponses que vous voulez avoir. Et je n'essaie pas de répondre comme vous le souhaitez pour que vous m'aimiez. Et j'essaie vraiment d'apporter une réponse alors que je me connecte avec mon âme, mon esprit et les vôtres pour apporter ce qui semble favoriser un processus évolutif. C'est le sens de nos rencontres. Et quelquefois, une réponse ou un mode ne nous satisfait pas immédiatement, mais ça nous permet tout de même d'aller de l'avant. Et c'est ce que je tente de faire aussi, de vous répondre pour que ça favorise votre voie, que vous puissiez aller de l'avant. Vous savez, on a tous une partie de nous là qui est née, qui s'est construite inconsciemment à partir des différentes blessures du passé et qui nous manipule. On se manipule intérieurement comme ça. Et c'est vraiment intéressant d'essayer de le détecter. Alors, quand tout à coup je vous dis ça, comprenez que on le dit comme des complices, je vous le dis comme si vous étiez un complice. Il y a peut-être une partie qui tente de vous conditionner, de vous manipuler. On essaie de le voir, on essaie de le saisir, on essaie de voir l'envergure de la situation. Quelquefois, comme l'expression, quand on est dans une forêt, on est collé devant l'arbre, quelquefois on voit moins la perspective, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, mais si on peut s'élever un petit peu, puis on peut voir qu'il y a des voies, il y a différentes voies possibles. Merci d'être là et à la semaine prochaine, mais avant, je vous invite mercredi. Là, mercredi, on n'est pas dans questions-réponses. Mercredi, c'est un moment où je vais dire quelques mots, puis par la suite, je vais faire une guidance pour qu'ensemble, tous les gens qui sont reliés, soit en direct ou sont en direct sans être sur l'ordinateur, on élève notre rythme vibratoire et puis on émane vraiment nos vibrations pour aider l'humanité et aussi pour aider. Mercredi prochain, ce sera les dirigeants de nos pays pour les aider à être éclairés par leur conscience et leur cœur dans les choix de ce qu'ils mettent en place. Et une autre semaine, ce sera peut-être les gens qui sont en difficulté physique, et une autre semaine, ce sera les gens qui sont seuls. Alors, toujours l'humanité avec une cible particulière. Alors, soyez au rendez-vous, notez bien l'heure. C'est 19h en Europe et 13h au Québec. Ça va durer environ au maximum de 30 minutes. C'est un rendez-vous. Vous avez à vous enregistrer comme vous l'avez fait pour aujourd'hui. C'est un autre enregistrement, c'est une autre rencontre. Et lundi prochain, on continue avec les questions-réponses. Merci à tout le monde. Merci d'être là et à très bientôt.